Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Justement, en parlant des gens du peuple, vous avez évoqué les sanctions. C'est des sanctions qui handicapent l'économie iranienne. En plus, l'Iran a énormément de diplômés de haut niveau, donc c'est autant de personnes très diplômées, très compétentes, qui ne trouvent pas de travail à la fin de leurs études. Vous parlez un peu maintenant du fait du développement des outils numériques, de l'accès beaucoup plus facile des Iraniens aux chaînes étrangères et des chaînes qui sont plutôt dans une propagande contre le régime de la révolution islamique. Là, la question qui me vient, c'est comment le peuple iranien vit actuellement et comment il perçoit en fait le régime de la révolution islamique d'Iran. Est-ce qu'il le soutient toujours? Est-ce qu'on sent quand même pointer une usure? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous dire si ce peuple iranien est homogène ou est-ce qu'il y a plusieurs composantes au-delà même du social? Est-ce que vous pouvez nous parler des composantes sociales? Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'opposition entre Téhéran et les autres villes et l'opposition entre les métropoles et les zones rurales, les campagnes. Et est-ce qu'il y a aussi des divergences selon, par exemple, des divergences religieuses ou des divergences ethniques au sein de la société iranienne? Moi, je dirais que globalement, parce qu'on a parlé de la révolution, on a parlé de la guerre, etc., les années se sont écoulées. Donc aujourd'hui, on est 40 ans après, grosso modo, hein, je dis à la louche, après cette période un peu de turbulence. Le peuple est relativement jeune. Alors tout le monde n'a pas connu ni la révolution ni la guerre. Et les jeunes d'aujourd'hui vont être fatalement divisés, on le sent en tout cas, en deux parties. C'est-à-dire il va y avoir, alors, ça va être très difficile de donner des proportions. Par contre là, je pense que même en étant immergé dedans, c'est pas tellement simple de dire, voilà. Mais il y a une partie de la jeunesse qui, via son histoire familiale, je suppose, va être, disons, alignée sur la politique actuelle. Et fatalement, il y a une proportion de jeunes qui rêvent d'autre chose. Je dirais que là où l'usure se fait, c'est par le biais de l'inflation et de l'instabilité économique. Comme tu l'as précisé, c'est quand même un pays qui tourne au ralenti, et je dirais même, moi j'ai vu des choses incroyables, c'est-à-dire qu'il y a une industrie malgré tout qui fonctionne, ils sont capables de produire quasiment tout ce dont ils auraient besoin. C'est un pays industrialisé. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'ici, on voit rien d'ici. On nous montre jamais l'Iran comme ça doit être, quoi, comme ça l'est. Mais c'est un pays industrialisé. Ils ont des capacités de production. Il y a de la main d'œuvre. Il y a les ressources, il y a les matières premières, il y a tout pour bien faire. Seulement, ça a été bridé. Et là, on parle d'un pays qui est quand même économiquement, qui pourrait être un pays très puissant, mais qui tourne à 10% de ce qu'il peut faire, sans parler du détournement, je dirais, de l'attention. C'est-à-dire que c'est pas un pays qui peut se permettre de se concentrer uniquement sur ce qui se passe dedans, au niveau de l'économie, etc. Non, ils sont constamment pris sur le terrain à l'étranger, parce qu'ils doivent se défendre en dehors de leurs frontières, quelque part. Ils doivent soutenir l'axe de la résistance, ils doivent investir dans la défense à l'étranger, ils doivent soutenir les alliés, etc., etc. Et donc ça mobilise évidemment des ressources pécuniaires, mais des ressources aussi humaines, des ressources intellectuelles, etc. Et puis après, il faut composer avec la situation économique intérieure, faire en sorte que ça tourne malgré tout. Et c'est là que je dis que bon, il y a quand même une intervention divine, c'est que souvent les Iraniens disent on ne sait pas comment ça tient, mais ça tient. Et c'est vrai que pour une partie, je pense, des gens, c'est un peu dur à supporter. Et clairement, si on rajoute un petit lavage de cerveau par le biais des chaînes étrangères, des réseaux sociaux, tout ça, bon, bah voilà, ça fait des dégâts. Ça, clairement, on voit que c'est sur ce point-là qu'il y a eu une avancée, je dirais, ces dernières années.
Mais malgré tout, on est quand même surpris que, je dirais que la population qui est alignée sur le pouvoir actuel est plus silencieuse, mais elle est certainement là, puisque les Iraniens diront toujours qu'il suffit que le guide le demande, et là, ils sont tous dans la rue. Et en fait, c'est vrai. On le voit quand il y a des fois besoin de montrer que le peuple est aligné sur son pouvoir. Et ben là, on voit les rues sont remplies, sont noires de monde. Dans les journées d'Al-Quds, les rues sont remplies, plein de monde. Dès qu'il y a Al-Quds, pour besoin nos de soutenir, auditeurs, c'est Jérusalem. C'est voilà. les journées en soutien aux Palestiniens, juste pour préciser. Donc là, on voit qu'en fait, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'opposants, en fait, c'est parce qu'on a tendance à donner le micro un peu à ces gens-là depuis l'extérieur ou voir ça. Mais en fait, la majorité, je dirais, du peuple, mais vraiment le peuple, lui, quand il y a besoin de descendre dans la rue et puis soutenir son pays, ils descendent. C'est un peu ça. Alors, il y a maintenant, oui, une certaine fracture, mais comme il y aurait, je pense, dans n'importe quel pays, hein, je veux dire. Je pense que même en France, si on regarde, bah voilà, il y a bien une fracture entre sur des questions légitimes, même. Ouais, exactement. Donc bon. Nous sommes voilà. tous derrière notre leader Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est presque normal. Hein. Il y aura toujours des contents et des pas contents. Mais il y a un aspect qu'on a évidemment pas abordé, mais qui est important pour comprendre un peu cet aspect-là. C'est la révolution a mis en place des gens du peuple. C'est-à-dire, c'est une révolution populaire qui a amené en place, certes, une élite, disons, religieuse, mais ceux qui ensuite ont fait la guerre, c'était les gens du peuple. Ceux qui sont parvenus à des postes plus importants sont des gens du peuple. D'ailleurs, si on regarde un peu, si tu as la curiosité d'aller regarder un peu le look des gars, tu verras bien que c'est des gens du peuple. C'est-à-dire que voilà, c'est pas des costards cravates comme on voit ici. C'est vraiment pour reprendre Dieudonné, voilà. Ils ont acheté des chaussettes au rabais, voilà, dans le magasin du coin, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est des gens du peuple qui ont été mis au pouvoir, et souvent ceux qui ont fait la guerre. Ceux qui ont eu dans la famille des martyrs, tout ça, eux ont accédé à des postes. Et ce qui fait que tu as si tu veux, une gouvernance qui a une composante populaire forte. Donc, c'est pas tous des intellectuels ou élites au sens, si on veut, occidental du terme, mais c'est aussi des gens du peuple qui ont accédé par leur mérite. On a vu que les rues iraniennes étaient noires de monde à l'occasion de la mort de Qassem Soleimani. Et là, on voyait bien que c'était pas du tout quelque chose de... C'était pas du théâtre, c'était spontané, c'est sincère, bien sûr. Il y avait une vraie symbiose entre le régime de la révolution iranienne et le peuple iranien qui était dans la rue. Alors justement, je vais revenir un peu sur ce système politique qui a été mis en place par la révolution. J'avais posé la question tout à l'heure, mais c'est bien qu'on revienne dessus, qu'on y réponde maintenant. En Iran, vous me dites si je me trompe, il y a en fait un double système. Il y a le système de la révolution d'un côté, il y a le président de la République islamique iranienne de l'autre. Le président de la République islamique est élu par le peuple. Mais en réalité, les véritables pouvoirs, les pouvoirs régaliens, là où les décisions importantes se prennent, c'est plutôt chez les ayatollahs, pardon. La branche traditionnelle. La branche traditionnelle qui, eux, ne sont pas élus, en tout cas pas par le peuple, mais qui ont pour mission de préserver le rôle de la révolution islamique. Et il y a même un double système avec une armée régulière et les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique, qui eux sont une autre armée. Et on dit qu'en fait, ils ont plus de moyens que l'armée régulière. Et eux sont déployés sur énormément de terrain, en Irak, en Syrie, pour aider Bachar al-Assad. Alors là, c'est une petite question un peu provocatrice, mais encore, quoique, est-ce que finalement ce système-là, quand on voit les Iraniens qui défilent dans la rue en 2009 en disant, en n'étant pas contents du résultat, alors que l'élection se soit bien passée, de la réélection d'Ahmadinejad en 2009, que l'élection soit truquée ou pas, c'est même plus la question.
est-ce que les élections d'un président, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Et est-ce que c'est pas au final un peu un théâtre qui est donné au monde, enfin aux pays occidentaux en particulier, en disant, vous voyez, nous aussi on a notre président, nous aussi on a notre république. Est-ce que si on retirait ces élections présidentielles, ça changerait vraiment quelque chose à la politique iranienne? Disons, moi, je verrais la chose différemment, parce qu'on parle de, disons, le terme employé, ça serait une dualité, une bicéphalité, si on veut. Moi, je verrais ça plutôt comme un système organisé entre un côté, je dirais, un pan qui est non élu par le peuple et un pan qui est élu. On peut diviser plutôt comme ça les choses. Et en fait, évidemment que si tu donnes la capacité d'élection, ou je dirais un pouvoir électoral à des gens, mais qui ne maîtrisent pas forcément suffisamment les sujets importants, tu donnes par exemple, je dis, le vote à des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience dans la vie, qui n'ont pas assez d'éducation, à des gens qui voilà ne sont peut-être pas lettrés, etc. Ah bon, tu t'exposes si tu veux, un vote qui va annuler ceux des sages, ceux qui ont l'expérience, ceux qui sont, je dirais, pour résumer ça, bien guidés ou compétents. Donc en fait, la chose a été séparée en deux, on va dire ça comme ça. Tu as un pan, les fonctions qui ne sont pas élues, et puis tu as les fonctions qui sont, disons, voilà, qui existent de par leur élection. Et quand on parle de guide suprême, etc., là on est dans le pan de ceux qui sont, je dirais, nommés par des conseils. Et là, c'est pas une question d'élection parce qu'on touche à des choix stratégiques et même vitaux pour la nation ou la révolution. Donc les postes comme le guide suprême, tout ça, c'est pas quelque chose qui dépend du vote des gens. Ça dépend de conseils. Alors évidemment, on a ce côté, oui, on peut voir ça comme étant bicéphale, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le guide suprême a vraiment la fonction suprême. Et les fonctions les plus importantes, c'est-à-dire que la stratégie, les stratégies, je dirais, militaires, sur le plan, je dirais, relations internationales, ce genre de voix et de guides sont sous son commandement, ainsi que les gardiens de la Révolution, qui sont l'armée, en fait, je dirais, la réelle armée puissante, en fait, du pays, et qui a un rôle de protection et d'aide envers les alliés. Ça, c'est des choses, voilà, c'est pas soumis à élection. Ensuite, tu as le côté, si tu veux, fonctionnel de la République. Là, il faut un président, il faut un gouvernement, il faut un parlement pour que les lois soient décidées, etc., appliquées. Et là, on a plus attrait, je dirais, au fonctionnement interne du pays. Et puis le président, il a un rôle, je dirais, représentatif à l'étranger, puisque le guide suprême ne se déplace pas à l'étranger. Donc voilà. Mais par contre, sa ligne de politique extérieure n'est pas de son fait à lui. Là, clairement, voilà, il est astreint à suivre les lignes qui sont tracées. On a vu ces dernières années que, voilà, avec plus ou moins, je dirais, de rigueur. Je dirais ça comme ça, pour résumer. Bon. Globalement, tu as les corps élus, donc Parlement, donc président, etc. Eux vont s'occuper de la gestion à l'interne. Et tu as ce pan non élu, qui est censé être le pan, si tu veux, de tout ce qui a trait on va dire, le garant du caractère, je dirais, vertueux et islamique, en fait, du pays. C'est-à-dire que c'est eux qui vont décider si, voilà, c'est bien d'aller aider tel ou tel pays, de prendre telle ou telle décision défensive ou militaire, de suivre cette voie-là sur la politique internationale. C'est eux qui vont donner ces grandes lignes-là, qui sont, je dirais, vitales pour le pays. Après, le reste, tout ce qui est économie, santé, voilà, ça, c'est le gouvernement qui va s'en occuper, quoi. Voilà un peu le fonctionnement. Et je dirais pas que bon, l'élection d'un président détermine le gouvernement donc du quotidien. Donc évidemment, quand les gens vont voter, ils déterminent leur quotidien. Donc ils ont intérêt à bien voter, pas se prendre plus de sanctions ou d'inflation ou j'en sais rien, peu importe. Et par contre, les décisions vraiment vitales à la survie du pays, de la révolution, tout ça, c'est sous verrou. Le plus de ressort, voilà. Voilà. J'ai le souvenir d'une petite déclaration, malheureusement je ne me rappelle plus de
de la personne qui avait fait cette déclaration, mais il me semble que c'était un ayatollah qui avait répondu à une journaliste qui lui posait des questions d'économie. Il a dit « On n'a pas fait la révolution pour baisser le prix du melon ». Donc ça, la sensation que ça donne là quand vous décrivez, c'est qu'en réalité, tout ce qui est, comme vous dites, tout ce qui est vital, tout ce qui a comme un caractère un peu quasi grandiose, c'est le non élu, et puis la gestion du quotidien des Iraniens, c'est le président, l'Assemblée et le gouvernement, même si il me semble que le président est quand même sous le contrôle du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khamenei. Et oui. Tu vois qu'en fait, il y a une espèce de ping-pong, un peu comme le gauche-droite qu'on aurait en Occident. Tu as une espèce de ping-pong entre je dirais, les conservateurs et les réformateurs. Évidemment que là où tu sens qu'en fait, c'est pas si sous contrôle, c'est que quand tu as les réformateurs en place, ils lancent beaucoup de pics, ils s'autorisent des fois certains écarts, pouvant même être peut-être même dangereux. Hein. Moi, je vois les 8 ans passés sous le dernier réformateur en date, dont je ne vais même pas citer le nom, ont clairement fait du mal au pays, que ce soit sur la scène, je dirais, politique internationale, sur le plan économique. Donc clairement, ils ont un rôle qui peut quand même un peu améliorer ou détériorer le quotidien de l'Iranien moyen, et influe aussi un peu sur la situation stratégique du pays, malgré tout. Voilà. Il y a clairement pas mal de choses à développer sur ce point-là, ce qui fait aussi en fait que ce système double est pas si complémentaire que ça, c'est que en fait, selon la personne qui arrive à la présidence et selon ses soutiens et ses réseaux d'influence, etc., il peut avoir un impact qui va bien au-delà de ses fonctions théoriquement établies. Notamment, et c'était pas que sous l'ancien président Rouhani, mais sous d'autres réformateurs, le fait, par exemple, de s'ouvrir diplomatiquement à l'extérieur, et notamment de tenter de signer des contrats pour alléger des choses avec les Américains, en fait. Chose qui, normalement, tient, en fait, de l'extérieur, de l'esprit de la révolution, et qui, normalement, devrait être effectivement bien chapeauté par le guide suprême. Et lui, effectivement, donne ses directives, établit les lignes rouges, et très souvent, en fait, on remarque qu'elles sont franchies, par opportunisme, par corruption, etc. Il y a beaucoup de luttes d'influence, en fait, qui expliquent tout ce genre de choses, et c'est, en tout cas pour moi, c'est l'un des volets principaux sur lesquels l'ennemi, ces temps-ci, a essayé de jouer pour tenter de déstabiliser l'Iran. C'est-à-dire par les voies officielles de l'élection de l'intérieur. D'ailleurs, à ce sujet, concernant le système républicain en Iran, c'est calqué quasiment 1 pour 1 sur la 5e République. Parce que l'initiateur de la constitution républicaine, Mehdi Bozorgan, c'était un franc-maçon français, un franco-iranien. Donc il savait exactement comment marchait le système, quel but il avait, etc. etc. Et effectivement, les symptômes que l'on voit en France concernant les problèmes d'élection, les problèmes de groupes qui s'organisent pour influencer ou pour faire de la démagogie pour le peuple, pour pouvoir tirer l'élection d'un côté ou d'un autre, sont des symptômes que l'on voit aussi, finalement, à chaque élection en Iran. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, à chaque élection, il y a quelques vagues de contestation qui, typiquement, soit disent telle personne est illégitime ou telle personne a bénéficié d'un soutien caché du guide alors que normalement il ne doit pas s'immiscer, mais évidemment beaucoup d'autres puissances s'immiscent dans le sujet. Et en fait, ça donne donc d'un côté une ligne qui est très forte, la ligne du guide spirituel concernant l'extérieur, intransigeant, ferme, qui avance toujours et qui engrange des victoires sur le terrain, hein, c'est obligé de le constater. Et de l'autre côté, quelque chose d'assez erratique. Des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre selon qui arrive au pouvoir. Des fois, c'est de la traîtrise ouverte. Des fois, c'est un peu plus modéré. Sur certains aspects, ça peut même virer sur de l'incompétence. C'est assez compliqué, quoi.
Et c'est pour ça que moi, personnellement, je vois davantage ce système où une élection est requise simplement pour donner une voix au peuple comme un petit peu superflu, dans le sens où si le peuple veut véritablement une voix, il peut s'organiser en réalité en groupe et en association pour faire valoir sa voix sur le terrain, plutôt que simplement demander ou quémander le pouvoir, qui en général verra davantage gain de cause par rapport à ceux qui mettent énormément d'argent et qui évidemment financent via leur réseau d'influence, etc., certains candidats, plutôt que d'autres. Voilà, évidemment, une fois qu'un candidat un petit peu limite arrive au pouvoir, c'est très difficile pour le guide suprême de tenter de supprimer un petit peu son influence ou ses avancées, puisque, comme je le rappelle, l'Iran, c'est un pays qui est sous sanction depuis énormément de temps, depuis sa révolution. Il est aux aguets, il a des ennemis un peu partout autour de lui, et donc les atlantistes, les occidentaux de manière générale, attendent la première occasion de déstabilisation pour pouvoir mettre le feu aux poudres et tenter de contrer cette révolution. Donc voilà, moi je vois ça plutôt comme une faiblesse. Malheureusement, comment dire, je suis pas forcément, je garantirai pas forcément qu'un pouvoir entièrement sous l'égide du guide suprême puisse faire mieux. En tout cas, je me base sur les faits. Jusqu'ici, l'avancée principale et les victoires engrangées sont davantage le fait du camp traditionnel, spirituel, qui préserve, lui, l'aspect révolutionnaire de l'Iran plutôt que de ses élections et de ses élus. Voilà pour ça. Alors, on va passer à la dernière partie de cet entretien. Je vais revenir un peu sur la composante du peuple iranien. On va un peu sortir de la politique pure. Il y a un peu de légèreté. Ouais, un peu de légèreté, oui, parce que en fait, si j'en crois les médias occidentaux, l'Iran est un pays de Perses chiites à 100%, mais en réalité, je pense que vous allez nous l'expliquer, il n'y a pas que des Perses, il n'y a pas que des descendants de Perses, ou des persophones, il y a aussi des Azéris, il y a aussi un petit pourcentage d'Arabes, il y a aussi des Juifs, et il me semble qu'ils ont 3 représentants, si je ne dis pas de bêtises, 2 ou 3 représentants au Parlement iranien. Il y a aussi les Arméniens, il y a des chrétiens qui ont aussi un représentant au Parlement. Alors, comment cohabite tout ce beau monde? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, du côté azéri, des tentatives de manipulation de pays étrangers pour un peu pousser les Azéris d'Iran à revendiquer une autonomie, voire une indépendance? Et puis, j'ai dit que les Juifs avaient des représentants au Parlement, que les chrétiens avaient des représentants au Parlement. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que les musulmans sunnites n'ont pas de représentants en tant que tels, même s'il y a certainement des sunnites au Parlement, il me semble qu'il y en a, mais qui n'ont pas de représentants en tant que tels au Parlement. Et est-ce que là, il n'y a pas parfois des tensions internes entre chiisme et sunnisme, comme ça peut exister, par exemple, en Irak? Alors, moi, j'interviens d'entrée de jeu. Okay. Je dirais que cette vision, tu remarqueras que moi, j'ai pas vraiment utilisé le vocabulaire chiite-sunnite. Et c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est plus ou moins imposé à l'étranger. C'est-à-dire qu'on essaye de monter toutes sortes de conflits, on essaye de le monter en tant que de le monter en tant que confessionnel, en fait. C'est-à-dire on lui donne cet aspect-là alors que forcément il n'y a pas forcément cet aspect, en fait. Moi je pense sincèrement, en ayant vécu là-bas sur place, que il n'y a pas vraiment de conflit chiite-sunnite. D'ailleurs, les Iraniens, je ne pense pas qu'ils fassent autant, disons, de différence entre les confessions. C'est-à-dire qu'ils voient tout le monde comme musulman, en fait, plutôt. Oui, certes, certains vont être chiites, mais c'est plus un aspect, je dirais, de pensée et de façon d'être. Et ce côté révolutionnaire, résistance, c'est là que s'exprime, si on veut, le chiisme iranien. Face, si on veut, à l'oppression,
face à l'injustice. Plutôt que se dire, tiens, nous on est chiites parce qu'on pense que voilà, on doit suivre les 12 imams alors que eux sont sunnites. Non. Je vois moins ce côté-là, en fait, dans la composante, je dirais, sociale du pays. D'ailleurs, j'ai voyagé un peu dans des régions qui sont peuplées par des Perses qui seraient chiites, et puis des Turkmènes qui sont eux sunnites. Voilà, je veux dire, on constate rien de comme, je dirais, de problème ou animosité entre les communautés. Là, les gens se voient plus en fait comme Perses et Turkmènes que plutôt chiites et sunnites, si on veut. Alors, c'est plus Tu le vois. côté ethnique, du coup, qui Oui. forme. Alors, c'est un pays quand même qui est très multiethnique. Et ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas l'habitude ici en Europe, par exemple. Mais là-bas, c'est Il y a presque Barbès. normal. On a l'habitude. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une nation qui est plurimillénaire, c'est une nation qui a forcément dû intégrer différentes ethnies, différentes composantes de société. Et justement, l'un des succès est qu'ils ont quand même réussi à bien l'intégrer en harmonie et dans la durée en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de conflit entre les ethnies dans le pays, sauf s'ils sont, je dirais, un peu manipulés par l'étranger. Alors tu vas avoir, je dirais, je pense actuellement, les seuls petits conflits qu'il y aurait, ça serait plutôt au niveau du Baloutchistan. Donc tu vas avoir via le Pakistan une intervention extérieure, mais bon, qui ne vient pas, donc on a bien compris, du Pakistan lui-même, mais de ceux qui disent aux Pakistanais, si on veut, de jeter de l'huile sur le feu au niveau des frontières. Tu vas avoir ça un peu sur les frontières, grosso modo. Mais c'est encore une espèce d'atteinte au pays par les puissances étrangères. Mais à l'intérieur du pays, les ethnies vivent ensemble depuis très très longtemps. Et c'est marrant de noter que la composante azérie, je les connais relativement bien, eux se sentent iraniens. Ils se sentent pas azerbaïdjanais ou turcs ou j'en sais rien, bien qu'ils soient turcophones. D'ailleurs, ils sont de moins en moins aussi turcophones. Les nouvelles générations parlent le persan parce que voilà, ils font leur éducation en persan. Ils sont dans je dirais dans la nation, quoi. Ils sont intégrés complètement et ils ont même des bons postes. Donc voilà, ils ont pas de raison. C'est un peu, je dirais, à l'exemple russe, c'est-à-dire que euh, je dirais qu'un Tchétchène en Russie, lui, il est une minorité certes, mais dans un pays fort. Et il serait beaucoup mieux, enfin, il est beaucoup mieux comme ça qu'en étant un Tchétchène indépendant, sous influence étrangère, comme étant une nation à part, mais voilà, avec pas une grande force. Et je pense qu'en Iran, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les ethnies ont intérêt à rester dans un pays qui les intègre, qui leur veut pas de mal et qui ne leur fait pas de mal, plutôt que avoir des velléités séparatistes pour, in fine, aboutir à rien du tout. Sauf à avoir un État fantoche, indépendant, mais en fait complètement subordonné à d'autres entités. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une certaine harmonie. Alors, tu as mentionné, alors, les Perses, oui, forment un peu la moitié, je dirais, de la population. L'ethnie la plus importante minoritaire, évidemment, c'est les Azéris. Ils vont faire entre un quart et un tiers, hein, suivant comment tu les considères, parce qu'il y a beaucoup qui sont évidemment mélangés. Hein. Tu vas avoir des moitiés Azéris, moitié Perses, etc. Tu as pas mentionné les Kurdes. Ils sont assez voilà, nombreux. Puis tu as les composantes, je dirais, des autres confessions qui sont toujours protégées, qui ont leur lieu de culte, qui sont protégés. Donc les chrétiens qui sont souvent d'origine. D'ailleurs, on les appelle arméniens par extension parce que voilà, souvent c'est des populations d'origine arménienne qui sont les populations chrétiennes d'Iran. Et puis tu as les juifs. Alors, je pense que les juifs, ils sont quand même très peu nombreux, bien qu'ils aient leur représentativité et leur représentation au Parlement. Alors, Mais je dirais, voilà, les composantes essentielles, tu les as données. Hein, c'est un peu ça. Il y a les Turkmènes, oui, il y a les Arabes du Sud. Oui. Mais essentiellement, il y a une certaine harmonie. Par contre, il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, mais que je vais évoquer, c'est la question des réfugiés. Parce que pendant très longtemps, alors je ne sais pas si aujourd'hui, il faudrait que je regarde les chiffres, mais pendant très longtemps, l'Iran était le pays qui accueillait le plus de réfugiés au monde. Parce qu'on avait une vague d'Afghans qui étaient et qui sont toujours en Iran, qui est une proportion. Alors, ils sont difficilement, je dirais, comptabilisés ou comptabilisables parce que voilà, souvent ils sont sans papier entre guillemets ou ils sont enfin, voilà, ils sont sur le sol iranien mais sans présence légale.
ils forment quand même une composante importante de la société et de la main-d'œuvre iranienne. Eux, ça fait 40 ans qu'ils fuient les diverses guerres et problèmes chez eux. Ils arrivent en Iran, dans un pays qui parle une langue similaire, hein, donc qui a la même racine, donc très proche, et donc ils peuvent essayer de survivre en tout cas là. Ils ont essayé en tout cas mieux que de survivre en Iran, mieux que de se prendre des bombes américaines au hasard sur la tête. Ça, tout à fait, vous avez raison de souligner les réfugiés afghans. Et d'ailleurs, le régime taliban actuel se pose vraiment la question de comment faire pour réintégrer ces Afghans qui ont vécu tant d'années en Iran et qui parfois, certainement avec les générations, sont en décalage avec le pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents. D'ailleurs, je pense que si on doit faire de la géopolitique un peu, je dirais de salon, mais avec un regard extérieur, le sujet numéro 1, je pense, des relations bilatérales irano-afghanes, c'est la question des réfugiés, clairement. Le nombre, on parle de millions, donc on ne parle pas de centaines de milliers. Ouais. Mais clairement, au niveau démographique et ethnique, confessionnel, tout ce que tu veux, l'Iran a réussi à avoir un modèle très cohésif, là où typiquement en France, on se tirerait les cheveux dans tous les milieux cohérents, finalement, puisqu'effectivement, les réfugiés afghans sont une vague d'immigration, comme on pourrait éventuellement, on pourrait la comparer démographiquement, en tout cas, à des intensités un peu plus basses, mais à la France. Mais la France, à la base, était un pays qui était assez ethniquement homogène, avant que les vannes de l'immigration soient ouvertes, tandis que l'Iran, lui, de base, je peux vous citer à peu près le topo des ethnies qui existent. Donc effectivement, les Perses, c'est à peu près 50%, les Azéris, c'est entre un quart, c'est autour d'un quart, les Kurdes aussi, on est autour des 15%, et après ça, on a les Turkmènes, les Gilaki, les Mazandarani, les Talish, les Arabes, les Lorestani, les Baloches, les Rashraï, on a des Pashtuns, il y a beaucoup de choses en plus. En plus de toute cette immigration afghane, en plus d'avoir des tensions avec les pays autour au niveau des frontières, et en plus d'avoir une diversité confessionnelle absolument extraordinaire, une richesse historique extraordinaire, qui en fait fait en sorte que l'Iran, en tant que modèle d'intégration, si au moins ça se fait pas par les papiers, ça s'est fait en tout cas de facto sur le terrain. Voilà. C'est un peu le modèle russe, le modèle impérial. C'est un peu ça. Je dirais que je ne veux pas dire que tout est beau et tout est merveilleux. Oui, mais je pense que les communautés arrivent à vivre ensemble, les uns à côté des autres, et pour certains, les uns avec les autres. On va dire ça comme ça. Il y a au moins une sorte je dirais, de respect, une barrière respectueuse, même si certaines communautés ne se mélangent pas forcément entre elles. Oui, je pense que les Persans et les Azéris vont peut-être se mélanger plus facilement, je dirais par mariage et ce genre de choses. Peut-être qu'entre Turkmènes et autres, ça serait peut-être plus facile, plus difficile. Mais en tout cas, il n'y a pas de conflit, disons, à proprement parler, intra-ethnique ou confessionnel à ce niveau-là. Quand bien même il peut y avoir des divergences et puis une sorte de distance peut-être, hein, je veux dire, mais respectueuse, on va dire ça comme ça. Il peut très bien y avoir des petites choses. On n'a peut-être pas forcément envie je sais pas, d'être complètement immergé avec son voisin, mais en tout cas, ça n'empêche pas de vivre en bon voisinage. On va dire ça comme ça, à l'intérieur de frontières définies. Et je pense que si on compare au modèle belge, j'ai pas l'impression que ça se passe moins bien en Iran qu'en Belgique. Messieurs, je vous remercie pour votre témoignage. Merci à toi de nous avoir donné la parole, même s'il y aurait encore beaucoup à dire. Quand vous voulez, qu'on n'a pas abordé, mais on reprend une autre émission quand vous voulez, parce que c'est passionnant. Et moi aussi, il y a énormément de thèmes que j'ai pas abordés, parce que faut bien que les auditeurs comprennent que l'Iran, avant, c'est les Mèdes, c'est la Perse, c'est aussi l'un des points, l'un des centres culturels les plus importants du monde musulman. Ensuite, il y a énormément de choses à dire sur l'Iran. Et puis je
j'ai bien écouté. Vous me dites que le vivre ensemble fonctionne plutôt bien en Iran. Bah, je vais un de ces jours aller à Téhéran pour comparer qui de Barbès ou de Téhéran a le meilleur vivre ensemble. Alors, juste avant de rendre, de rapprocher le micro, on va dire, je tiens à préciser quand même que c'est un peu des choses je dirais, c'est des avis un peu subjectifs et personnels qu'on donne, même si voilà, c'est lié aussi à notre expérience et parcours personnel. Alors qu'on ne nous en veuille pas si on a omis des choses ou si on a teinté les choses un peu de notre ressenti personnel.